de son histoire. Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode des Salons des Anciens présenté par Conseil Plus de la Banque Scotia. Conseil Plus, découvrez comment une simple conversation Conseil Plus peut vous aider à atteindre vos objectifs. Salut Patrice, comment ça va? Ça va super bien, merci Marc. Et toi? Moi, ça va toujours. Je faisais un peu de recherche. Je me prépare pour le repêchage. Le Canadien a beaucoup de choix de repêchage qui s'en vient cet été. Toi, tu as été repêché par notre invité cette semaine. J'aimerais un peu entendre l'histoire. Peux-tu nous décrire un peu, ça a changé, hein? Peux-tu nous décrire un peu comment ça se passait dans le temps, le repêchage? Bien, j'ai été repêché en 89, en deuxième ronde par le Canadien. Notre invité d'aujourd'hui, bien, ça va être M. Savard, qui était le directeur général du Canadien à ce moment-là. Alors, pour un petit Québécois, de se faire repêcher par Canadien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Écoute, je vais toujours m'en souvenir. C'était au Minnesota, mon repêchage. Et tu sais, le feeling que tu as, là, le Canadien est fier de sélectionner du Titan de Laval, Patrice Brisebois. Hey. Tu fais comme « wow ». C'est des moments inoubliables pour un jeune hockeyeur de 18 ans. Tu savais-tu que le Canadien est intéressé ou comme tu savais-tu avant? Oui et non, parce que mon agent qui était Don Meehan avait un partenaire qui travaillait pour lui au Québec qui s'appelait Pierre Maillard, qui était l'ancien trainer du Canadien. Et Pierre était ami justement avec M. Savard, était ami avec M. Ruel, était ami avec Eric Taylor. Bon, il faisait partie de la grande famille du Canadien. Mm-hmm. Et il m'avait dit sois pas surpris si le Canadien te repêche. Bien, mais tant aussi longtemps que ça n'arrive pas, tu le sais pas. Alors, mais tu es un gars de Québec. Hey, ça aurait dû. T'es-tu couché bien ça, la soirée avant? T'as-tu bien dormi la soirée avant? Ou? Oui, honnêtement, oui. Puis pour être honnête avec toi, moi, je pensais que je m'en allais à Hartford. Aller jouer. Eux autres, ils jouaient dans un mail. Ils jouaient comme littéralement au Civic Center. C'était, l'aréna était dans un centre d'achat. Et écoute, j'avais une très, très bonne discussion avec eux. Puis mon agent, justement, Don Meehan, il dit « Don't worry, tu peux dormir sur tes deux oreilles. D'après moi, tu t'en vas à Hartford demain. Wow. » Et quand c'était le choix des Whalers, ils avaient demandé un time-out. Et ils ont pris Robert Olick, qui était un très, très, très bon choix pour les Whalers. Exactement. Il a eu une très belle carrière. Et après ça, mon tour, malheureusement, je ne m'étais pas fait repêcher en première ronde. Mais j'étais un petit peu déçu. Mais tu étais 30e, hein? Me semble comme exact. Si ça serait aujourd'hui, tu serais en première ronde. Exactement. Mais là, je pense qu'il y avait 22 équipes. OK, mais tu étais déçu de pas. Parce que le Canadien est allé chercher un Lindsay Vallis. Ouais, écoute, je ne le connais pas trop, mais on sait qu'il n'a pas eu une grande carrière non plus. Je pense qu'il a joué un match dans la Ligue nationale. Mais c'est correct. Le plus important pour le joueur de hockey, le repêchage, oui, c'est une étape, mais c'est de réussir. C'est de la façon de te rendre à la Ligue nationale. Je pense qu'il y a tellement de joueurs qu'on connaît qui n'ont jamais été repêchés, qui ont des super belles carrières dans la Ligue nationale. Alors, c'est de continuer à persévérer, de continuer à y croire. Et le choix en repêchage, j'ai toujours dit, moi, c'est une étape. Par la suite, bien, il faut que tu continues à travailler fort, puis il faut que tu fasses ta place. Parce que j'ai toujours dit, plus que tu montes, c'est comme une pyramide. Hein? Plus tu montes, plus les meilleurs sont là. Puis, c'est pas facile de jouer la Ligue nationale. En parlant de repêchage, évidemment, on va discuter avec notre invité, Serge Savard. Lui est allé chercher un dénommé Patrick Roy en troisième ronde à un moment donné. On va discuter au sujet de ça. Je pense que ça a bien tourné, hein, Patrice? Aller chercher Patrick Roy, ça a bien tourné pour tout le monde, incluant toi? Bien, écoute, je suis certain, Serge va nous en parler tantôt, mais tu sais, c'est souvent... J'ai tellement vu de choix repêchage qui ont dit « Ah, lui, ça va être une future star, ça va être... » Moi, je dis ça quoi? Tout le temps, puis, exactement. Puis ça arrive dans le national, puis ils ont de la misère à faire leur place. Et souvent, tu as des joueurs que tu ne t'attends pas, puis qui, bang, ils vont performer, puis qui continuent à se développer, puis qui continuent à vraiment de devenir meilleurs année après année. Puis avec Patrick Roy, écoute, c'est un gardien de but. Il n'y a pas vraiment des bonnes années juniors. Granby, non, il comptait 10 buts contre Roy à chaque match. Là. Je me rappelle très bien. Là. Oui. Alors, ça a été un gamble qui a été extraordinaire. Puis, même cette année de repêchage-là, pour le Canadien, a été un franc succès.
Bon, ben, on sait que Patrice n'a pas été en première ronde. C'était pas le défenseur qui a compté le plus de points cette année-là de tout le repêchage à cause qu'il y avait un des meilleurs défenseurs de l'histoire, Nick Lidstrom. Mais Patrice a quand même fini parmi les meilleurs joueurs du repêchage, le deuxième meilleur défenseur. Ça s'est bien tourné. J'ai hâte de parler avec Serge Savard de retour. Voici Conseil Plus. Une nouvelle façon d'élaborer un plan personnalisé pour vous aider à garder le cap. Nous apprenons à mieux vous connaître. Puis, nous élaborons un plan qui évolue à votre rythme en y ajoutant des produits et solutions selon vos besoins pour vous aider à atteindre vos objectifs actuels et futurs. On apprend à vous connaître pour mieux vous guider aujourd'hui et demain. Conseil Plus, uniquement à la Banque Scotia. On est ici aujourd'hui, on a un invité très spécial, très important. On est ici avec le sénateur, plus que 1000 matchs dans la Ligue nationale, le chandail retiré par le Canadien, 8 Coupes Stanley, trophée Conn Smythe, trophée Bill Masterton. Je vais m'arrêter ici là, parce qu'il y en a. Bienvenue à notre invité, Serge Savard. Un plaisir d'être avec vous. Bon, Serge, on m'a dit, j'ai lu dans plusieurs livres que les autres gars, évidemment, notre balado est présenté par Conseil Plus, par Banque Scotia. Donc, on aimerait savoir pourquoi, toi, dès le début, les autres jouent aux cartes, toi, tu lisais le Wall Street Journal. C'est-tu vrai, ça? Bon, là, c'est peut-être exagéré de dire que le Wall Street Journal. Disons que j'avais d'autres discussions que le hockey. Je suis venu au monde dans un milieu assez politisé. Si vous avez vu mes mémoires, là, mon livre, j'en parle beaucoup. Mon père, qui a été un maire pendant une trentaine d'années de mon village à Landrienne, était préfet de comté, puis était organisateur politique. Alors, je suis venu très proche de toutes ces choses-là. Puis la bourse, naturellement, c'était quelque chose qui me fascinait. Puis je lisais les pages financières, puis il n'y en a pas beaucoup qui lisaient les pages financières. Puis à un moment donné, il y a du monde, il y a des joueurs qui ont dit « lis le Wall Street Journal ». C'est peut-être arrivé une couple de fois que je suis rentré dans la chambre avec ça, là, mais ce n'est pas quelque chose que je lisais à chaque jour. Mais j'avais beaucoup d'intérêt pour ça. On sait tous qu'à cette heure, tout a changé. Toi, tu étais un des premiers à vraiment faire un focus sur la carrière après le hockey. Y avait-tu d'autres joueurs qui venaient te demander des avis, des conseils au sujet de, évidemment, parce que tu as un peu vu que l'avenir s'en venait. Y avait-tu d'autres joueurs qui venaient te demander des conseils au sujet des conseils financiers? Je ne sais pas si on peut appeler ça des conseils. J'étais quand même assez jeune là, quand j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces choses-là. Je pense que j'ai conseillé, en tant que capitaine, les plus jeunes viennent te voir. Là. C'est un gros mot, capitaine. C'est un capitaine. Oui. Moi, j'ai toujours aimé que les joueurs votent pour leur capitaine parce que c'est leur leader. C'est eux qui décident qui veulent avoir pour représenter, les représenter auprès soit de l'instructeur, soit de la direction. Et naturellement, moi, je suis arrivé, j'ai été un peu gâté. Je suis arrivé, c'est Jean Béliveau qui était le capitaine. Puis c'était comme l'ayatollah. Là. C'était le gars que tout le monde respectait. Là. Puis on allait le voir. Moi, je me rappelle d'avoir été voir Jean Béliveau souvent pour prendre pour lui demander des conseils. Puis c'est une chose qu'il aimait bien faire, Béliveau. Tout le monde le respectait, là. Autant la direction que les joueurs. Tu arrives dans le vestiaire et tu dis Jean Béliveau. Je suis certain que tu as appris beaucoup juste à le regarder et à l'écouter. Oui, mais tu sais, je vais te conter une petite anecdote. C'est que moi, j'ai évolué 3 ans avec le Canadien junior. Oui. Et avant ces 3 ans-là, avec NDG. Puis avant NDG, c'était Immaculée Conception Junior B. Et tous ces clubs-là, on évoluait au Forum. OK. Puis dans mon temps, moi, le Forum, c'était ma maison. J'étais 33 ans dans l'organisation du Canadien. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de repêchage. Lorsque tu arrivais avec le Canadien junior, il y avait un formule C, puis on te donnait 100$ par année, puis tu appartenais au Canadien. Donc, mes 2 dernières années Canadien junior, j'ai participé au grand camp d'entraînement du Canadien. Les jeunes, il n'y a pas de repêchage à 17 ans. Là. Les gars, on arrivait à l'âge de 20 ans dans la Ligue nationale. Okay. Quelques exceptions. Bobby Orr est arrivé à 19 ans, puis Henri Richard est arrivé un petit peu avant. À part de ça, tout le monde arrivait dans la Ligue nationale après avoir terminé son stage junior et même parfois en évoluant 1 an ou 2 dans le club, dans la Ligue mineure. Puis moi, c'est sûr que étant toujours au Forum,
je l'ai vu souvent, Jean Béliveau, et lui aussi, il nous voyait. On assistait aux entraînements. Mais mon premier camp d'entraînement, je vais toujours m'en rappeler. J'arrive face à face avec lui, puis c'est lui qui arrivait de bonne heure dans la chambre, puis il me donne la main, puis bienvenue. Tu sais, tu jeune de l'Abitibi, là, à l'âge de 17-18 ans. Le premier gars qui te donne la main. Mais c'est quoi, Serge? J'ai la même histoire. L'année que tu m'as repêché, j'ai 18 ans. Puis mon premier jour du camp d'entraînement, tu sais, sur la toile quand on rentre au forum, et je rentre, puis je rouvre la porte, puis face à face avec M. Béliveau. M. Béliveau me donne la main, puis il me dit « Hey, t'es un petit nouveau, toi? » Là, je dis « Oui. » Il dit « Bonne chance, travaille fort, ça va bien aller. » En rentrant, ma première journée au forum, Serge, que tu fais comme wow! Quel monsieur. Mais oui. Moi j'ai... Tu sais, en Abitibi, la télévision est arrivée en 1957, puis à Montréal, vers les 53-54. Alors, je me rappelle quand j'étais petit gars, j'avais 7 ou 8 ans. En 53, j'avais 7 ans. Quand Béliveau a été rappelé des As de Québec pour 3 matchs. Puis là, j'écoutais à la radio, il n'y a pas de télévision, j'écoutais ça à la radio en 53. Les gens ont compté 3 buts. Le premier match dans la Ligue nationale, Jean Béliveau a compté 3 buts. Puis il a compté 5 en ces 3 matchs, puis il est retourné à Québec, parce qu'il a retardé sa venue à Montréal d'1 an. Alors, tu sais, quand tu dis que tu écoutais à la radio Jean Béliveau compter 3 buts. Premier match, oui. J'ai évolué 4 ans avec lui, là, quand même. Ouais. C'est des beaux souvenirs. C'est quelque chose. Comment il était, Serge, dans le vestiaire? Oui. Je pense pas que c'était un homme qui parlait beaucoup. Non, en tant que capitaine. Ça arrivait des fois. Ah oui, qu'il levait le ton, oui. Il se levait debout, puis il marchait un petit peu dans la chambre, puis il ne parlait pas beaucoup, mais ça écoutait. Ça écoutait. C'était l'être suprême, là, Jean Béliveau. Hein, puis c'était la bonté même. Jean Béliveau n'a pas de malice. Là. Non. Moi, je ne connais pas de gars dans la Ligue nationale qui ont attaqué Jean Béliveau. Mais on m'a dit que quand on l'attaquait, il pouvait se défendre, par exemple. Jean Béliveau était un gros bonhomme, mais oui. Il pouvait se défendre, mais il était tellement respecté. De toute façon, il n'attaquait pas personne. Tu n'as pas de raison de vouloir l'attaquer. Il y avait beaucoup de respect dans ce temps-là. C'est sûr que c'était rough aussi, là, mais tu sais, le monde n'avait pas de casque. On ne portait pas de casque. Moi, j'ai commencé à avoir des coups sur la tête lorsque j'ai commencé à porter mon casque protecteur. Ah oui? Tu sais, il y avait les bâtons étaient beaucoup plus bas, mais beaucoup plus de respect. Il pesait ces bâtons-là. Ça, c'était du bois. Là. Aujourd'hui, les gars qui ont des armures, écoute, en n'ayant plus de ligne rouge, là, pour le défenseur, là, le gars qui n'a pas besoin de modérer au centre de la glace, là, il arrive vite, ça. Oui. Ça vient vite en arrière, hein, alors ça prend des gars mobiles. Là. En parlant de gars mobiles, évidemment, tu faisais partie d'une des meilleures équipes, une des meilleures dynasties, une des meilleurs groupes de défenseurs dans l'histoire du sport. Est-ce que vous saviez dans le temps, Serge, que lorsque Larry Robinson a frappé Gary Dornhoefer, puis il fallait qu'il arrête le jeu pour remettre la balle, est-ce que vous saviez vraiment l'importance dans l'histoire du hockey, là, que c'était les Flyers, les grands méchants contre le Canadien et les Vites? Est-ce que c'était dans nous autres, on avait une équipe pacifique. Par contre, la raison qu'on a réussi à renverser les Flyers de Philadelphie, c'est qu'on était plus gros qu'eux autres et plus de talent. T'sais, quand Larry Robinson a frappé Dornhoefer, on l'a entendu dans tout l'édifice. Puis c'était pas mal un beau message. Il n'y a personne qui voulait se prendre avec Larry Robinson. Il y avait un reach à peu près 4 pouces de plus que n'importe qui. Il ne se battait jamais, mais s'il se battait, là, il ne perdait pas son combat. On avait Pierre Bouchard, Rod Langway, moi, Guy Lapointe. C'était tous des gars en haut de 6 pieds 1, 6 pieds 2. Tous des gars de 210, 215, 220 livres. Et aussi, là, c'est beau parler de la défensive parce qu'on est venu au monde dans une organisation où le but contre était aussi important que le but pour. Alors, mon premier discours, lorsque je suis arrivé dans ma première partie dans la Ligue nationale, Toblick est rentré dans la chambre et il a dit « Si vous donnez, moi, vous garantir que vous allez finir en première position si vous donnez moins que 185 buts contre. » Fait que c'était ça un petit peu la mentalité. Mais pour revenir à notre club, là, quand les années des Flyers, il faut regarder aussi là, qu'on avait notre première ligue, tu avais Jacques Lemaire au centre, 44 buts.
tu avais Steve Schott qui en a eu 62 une année à la gauche, puis tu avais Lafleur à la droite. Pas pire, hein, Serge? Puis là tu as beau avoir une bonne défensive, puis là, quand tu parlais des deuxièmes lignes, c'était les Mahavlich. C'était pas des deux de pique non plus sur la deuxième ligne. Là. Puis la troisième ligne, en fait, on jouait surtout à 3 lignes à cette époque-là. La troisième ligne, c'était Mario Tremblay, Riceborough puis Yvon Lambert. Hey. Un gars comme Lambert, Bonne ça avait chance. coûté 50 buts d'un mineur. Puis Yvon Lambert, c'était probablement ce qu'il y avait de. C'était le meilleur joueur de coin de la Ligue nationale. Il arrivait dans le coin, il était fort comme un eau, les gars le frappaient. Il sortait toujours avec la rondelle. Toujours avec la rondelle. Alors, c'était toute une équipe quand même. Là. Donc, en arrière, on avait Dryden. Le mythe, c'était peut-être exagéré vraiment les Bobby Clark et les Schultz, là, que tout le monde avait peur d'eux dans le temps. On parlait il y avait le Philadelphia Flu dans le temps. Le monde manquait des matchs. C'est-tu vrai, ça? Il y avait une bataille générale à chaque match. Écoute, le problème, moi, quand je suis arrivé dans la Ligue nationale, il y avait un dur à cuire par équipe. Nous autres, c'était John Ferguson. Boston, c'était Ted Green. Mais c'est du monde qui jouait régulier. Alors que Philadelphie, là, au début des années 70, là, ils ont décidé, nous autres, on va en avoir 4. 3 ou 4 tough, pas un. Alors, si tu voulais jouer contre ces gars-là, il fallait que tu n'aies 2, 3, 4 toi aussi, sinon, t'es mort, là. Pauvre Carol Vanet, quand il était à Oakland, il me disait ça, j'ai dit, moi, j'étais le premier, il sautait sur moi tout de suite en partant. Il fallait que je me batte à chaque soir. Puis c'était pas un batailleur, Carole, là, mais il arrivait contre Philadelphie. Philadelphie, il allait sortir Carole, il n'y a pas de club, il sortait Carole Vanet. Puis c'est pour ça, moi, j'étais tellement content quand on les a battus en 76 parce que je me suis toujours élevé contre la violence. C'est pas de même que j'ai appris à jouer, puis c'est pas de même que Jean Béliveau a appris à jouer dans notre temps. Puis on n'a pas appris à jouer en frappant quelqu'un par en arrière, c'est pas de cette manière-là. Puis en vieillissant, ben, j'ai parti j'étais joueur lorsque j'ai parti à la Ligue collégiale 3A. C'est justement contre la violence que j'ai parti à la Ligue collégiale 3A à ce moment-là. Il y a eu des changements. Je pense qu'on a fait avancer les choses. Il est arrivé sport-études. Les jeunes n'allaient pas à l'école au début. Là, il est arrivé sport-études. On est arrivé avec des programmes qui ont été adoptés pour les jeunes. En tout cas, moi, je suis content. Je pense d'avoir fait bouger les choses un peu. Tu as raison, Serge, parce que même dans les années 90, quand j'ai commencé, c'était pas le fun là, d'aller jouer au Spectrum. Là. Moi, je pesais 175 livres, 180 livres. Puis tu l'as mentionné, là, c'est le 3e, 4e trio. C'était juste. Écoute, Michael Bossé, là, il aurait dû être repêché par le Canadien. Je m'en rappelle à l'époque, là, Michael Bossé, il avait oublié ses patins à Laval. Puis il n'a pas joué, puis probablement intentionnellement pour ne pas jouer le match. Alors là, ça a commencé, puis tu as des fous. C'était pire que Philadelphie jouait à Sherbrooke dans ces années-là. Ouais. Une des raisons que Montréal ne l'a pas pris, c'est à cause de ça. Je me rappelle de prof Caron, puis les gars parlaient de ça dans la chambre. Ah, il est peureux, il ne serait pas capable de jouer, il va se ramasser d'un mineur. C'est la seule raison. Oui. La seule raison qu'ils n'ont pas été cherchés. Mike Bossy aurait pu jouer pour le Canadien. Le Canadien l'ont passé. Oui. Mais il est en considération, mais ils ont dit qu'il aurait trop peur pour jouer. Oh, wow. Il jouait chez nous. Il jouait à Laval. Hey, ça aurait changé les choses un peu, hein? Bien, écoute, ces gars-là avaient joué à Montréal. Puis Denis Savard, si on n'avait jamais devenu gérant général, si Denis Savard, si Grandman repêche Denis Savard, le Canadien risque de rester un des meilleurs clubs de la Ligue. Oui, c'est vrai, ça. En parlant de repêchage, Serge, premièrement, est-ce que tu te rappelles de ton premier échange en tant que gérant du Canadien? C'était un dénommé Bobby Smith. Ah, peut-être le premier majeur. J'ai peut-être fait d'autres choses. C'est quoi? Est-ce que tu te rappelles de ta deuxième échange? C'était seulement. Tu as envoyé un dénommé Picard, un Robert Picard à Winnipeg. Tu te rappelles-tu de cet échange-là? C'est arrivé Patrick Roy. Ça laisse t'en souviens, hein, mon Serge? Le choix de repêchage. Bobby Smith, là. Ouais. Mark Napier, il avait compté 40 buts l'année dernière. Oui. 40 buts, puis le Canadien s'était fait éliminer en 3 matchs à Buffalo. Puis le dernier match à Buffalo, Napier avait compté 2 buts pour son 40e. Il y avait eu un gros bonus à l'époque pour compter 40 buts. Puis après ça, on ne l'a pas vu dans les séries éliminatoires.
OK, moi, c'est toujours ça qui m'a fâché. Moi, j'ai tout éliminé. Patrice va te le dire, il n'y avait pas un boni personnel dans mon équipe. C'est tout le temps en équipe, oui. C'était toutes des bonis. Première ronde, deuxième, oui. Puis aussitôt que le 16e, le 18e joueur, il faisait de l'argent. Il ne faisait pas autant que le premier. Là. Mais les gars étaient contents, puis les gars acceptaient ça. Savais-tu dans le temps que. Moi, je rappelle Patrick Roy, là, il y avait des gros numéros dans le sens qu'il se faisait compter dessus très souvent dans le temps. Et évidemment, c'était pas une bonne équipe, soyons honnêtes. Mais vous avez quand même été repêché un Patrick. Est-ce que vous saviez qu'il y avait quelque chose de spécial dans Patrick Roy il laissait rentrer 5 buts par match, là? Moi, j'ai été le voir 2-3 fois. Je vous donne un petit peu de crédit à Boom Meyer, qui suivait la ligne beaucoup, qui était notre entraîneur, puis il dit « Viens à Granby, puis viens le voir. » Puis j'ai été le voir à peu près 3 matchs. Puis c'était toujours le même pattern. Il jouait pour la pire équipe au Canada, pire équipe junior au Canada. Puis il était très, très fort les premiers 30 minutes. Il faisait des miracles. Puis là, à un moment donné, il était fatigué. C'est la fin du match. Là. Fait que tu te ramasses avec une moyenne de 5. Mais on avait vu ses qualités, mais on savait aussi qu'on pouvait le prendre en 3e ronde. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas un gardien qui passait en première ronde. Là. Ça passait en 2e ronde. Puis lui, il n'était pas coté dans les meilleurs par la centrale. Fait qu'on savait qu'on pouvait l'avoir en 3e, mais pas tard. C'est pour ça que j'ai été chercher un 3e au début de la 3e ronde. Donc ça, c'était en conséquence d'aller chercher Roy. C'était pas par chance là, que tu es allé chercher. C'était pour aller chercher Roy. Puis tout de suite après que je l'ai repêché, Fergie, il voulait le repêcher. Il est venu me dire à la table, je le prenais après. Oh, wow. Là, je le prenais après. Moi, je n'ai pas dit que c'était pour ça, là, mais. Donc, Patrick Roy aurait pu jouer pour. C'est Toronto dans le temps, c'est ça? Oh non, c'était à Winnipeg, c'est ça? Il a passé 2 rondes, il aurait pu jouer un peu partout, là. Il a passé 2 rondes. Voici Conseil Plus. Une nouvelle façon d'élaborer un plan personnalisé pour vous aider à garder le cap. Nous apprenons à mieux vous connaître. Puis, nous élaborons un plan qui évolue à votre rythme en y ajoutant des produits et solutions selon vos besoins pour vous aider à atteindre vos objectifs actuels et futurs. On apprend à vous connaître pour mieux vous guider aujourd'hui et demain. Conseil Plus, uniquement à la Banque Scotia. On peut-tu parler de l'échange de Guy Carbonneau contre Jim Montgomery? Pour ceux qui ne savent pas, il y avait une histoire de terrain de golf, un geste peut-être. Ça n'a rien à voir. C'est ça? OK, parce que c'est ça l'histoire que nous, on entend que c'était le geste de Guy Carbonneau envers. Steve Shutt, Larry Robinson, ils ont été joués ailleurs. Moi, j'ai été joué ailleurs. Il vient un temps, là, les deux belles années que j'ai eues à Winnipeg, là, moi, personnellement, je ne les aurais pas eues à Montréal. Ça aurait été l'enfer. Patrice, il sait, là, les fins de carrière à Montréal, là, quand le monde se met à te huer, là, tout ça, là, c'est pas le fun. Là, les mains ils viennent plus serrées un petit peu sur le bâton. Là. Alors Guy était rendu, il a eu encore des belles années. Il a gagné une Coupe Stanley à Dallas. Il était rendu au bout de la ligne à Montréal. Puis quand tu regardes ça, là, il n'est pas amer avec moi pantoute. Ça a été une bonne chose pour lui, qui était de Saint-Louis. Puis peu importe, le Montgomery, oublie ça, là, peu importe qui dans le fond, je l'ai donné au prof Caron. C'est ça. Et quand j'ai eu besoin du prof Caron, là, il m'a aidé aussi. Là. Quand j'ai tout échangé mes choix de repêchage de 2e, 3e, 4e, 5e, 6e ronde, je les ai inversés avec lui pour passer avant Québec à chaque ronde. Là. OK, donc tu faisais ça par exprès pour passer juste avant Québec? Oui. C'était pour les joueurs québécois ou c'était quoi exactement? Ou c'était vraiment rivalité? Ben oui, je leur donnais pas la chance. Si tu prends un gars comme Stéphane Richer, là, moi, je savais qu'il va passer en 2e ronde, là, mais je ne prenais pas de chance de passer après Québec. Là. Tu sais, si Québec le voulait, il fallait qu'il le prenne en première ronde. C'est ça. Ils ne l'ont pas fait. Serge, tu parlais, tu sais, en 80-82, tu es allé à Winnipeg. T'aurais-tu aimé ça, finir ta carrière à Montréal? Ou de dire, c'est-tu quoi? Écoute, je pensais que je l'avais fini. Exact. Parce que tu voulais prendre ta retraite. Quand je suis arrivé à Montréal, quand j'ai pris ma retraite à Montréal,
Ouais. Le Canadien, il était en glissade. Ouais. Puis moi, j'étais le plus âgé. Puis on s'est fait sortir en 3 contre Edmonton, puis Edmonton s'en venait comme l'équipe de l'heure de la Ligue. Fait que je pense que c'était le temps que le Canadien fasse des changements. Ouais. Puis j'ai décidé de prendre ma retraite, puis j'avais commencé à suivre des cours, puis je voulais devenir courtier à Valeur Mobilière. Puis quand il y a eu, tout de suite avant le début de la saison, il y a toujours un repêchage interligue. Hein? Oui. Tu protèges 20 joueurs, 21 joueurs. Ce que Grauman avait oublié de faire, c'est de retirer mon nom, de me faire signer un papier, une liste en disant que je suis retraité volontaire. À ce moment-là, il m'aurait enlevé de cette liste-là. Il ne s'est pas badré de faire ça. Alors, Fergie m'appelle au mois de septembre. Il ne m'appelle pas avant le repêchage. Il me repêche, mais il m'appelle. Puis moi, je dis, Fergie, il t'en vient à Winnipeg. Il vient de prendre ma retraite. Je n'ai pas l'intention de faire un retour au jeu. Ça, c'est au mois de septembre. J'ai fait un retour au jeu au mois de décembre. Puis il m'a appelé toutes les semaines. Puis tu sais, comme un athlète, tu ne meurs jamais. Hein? En intérieur, non, tout le temps, exact. Ouais. Tu penses toujours être capable de faire les mêmes choses que tu faisais à 25 ans. À Winnipeg, c'était une histoire différente. C'était tous des jeunes. Howard Chuck était recru. C'était tous des jeunes. Fait que c'était une atmosphère complètement différente. Fergie m'appelle à 3 heures du matin. J'étais à Saint-Bruno, téléphone sonne. Il est à Minnesota. Ils viennent de se faire battre 18-2. Du 16-2 ou 18-2 à Minnesota. Bobby Smith, je pense 10 points ou 7, 8 points, je ne me rappelle plus exactement. Il dit, puis il est avec Tom Watt, puis là, il me parle, puis il dit, il faut absolument, il dit, tu viennes. J'ai besoin d'un gars comme toi pour aider les jeunes. Je veux que tu viennes. Puis ma femme est aux côtés de moi. Ma femme a dit, moi, je suis prêt dans 48 heures. Wow! Wow. Ça, c'est le fun, hein? Un support comme ça, hein, Serge? Alors, tu l'as-tu fait? OK, Serge, tu l'as-tu fait pour l'amour du hockey ou pour l'amitié avec Ferguson? Bien, je l'ai fait. Un peu des deux? Ça me tentait pas au mois de septembre. J'ai fait, ça me tentait. Quand je t'ai dit l'athlète ne meurt jamais, puis là, tu dis, tu sais, c'est comme frapper 275 au golf. Tu dis, là, t'as rendu ta frappe 225. C'est pas mon cas, là. Puis, toutes les fois que tu arrives, tu dis, je suis encore capable de frapper 275. Hein? Je suis encore capable. Bon, alors, l'athlète, c'est comme ça. Un athlète, tu ne meurs pas. Tu sais, le Steve Shutt, il était venu me voir, Steve Shutt, j'ai dit, il était rendu au bout du rouleau, Steve Shutt, il dit, non, il dit, j'ai encore une autre année. Puis, il dit, où tu veux aller? Puis là, il me dit, je vais aller à Los Angeles. Laisse-moi appeler Rogie. Fait que j'ai appelé Rogie, je l'ai envoyé à Los Angeles, puis naturellement, je suis responsable du contrat s'il ne le gardait pas, parce qu'il restait 2 ans sur son contrat. Puis l'année suivante, il ne l'a pas gardé, il a mis ses waivers, je l'ai repris. Et lui, il est venu me voir et il m'a dit, tu avais raison. Il ne m'en restait plus. Je n'étais plus capable. Il m'a expliqué que la première chose que tu perds comme athlète, c'est ça. Les mains. Ouais. Ah oui? Les mains. Tu sais, tu regardes là, Guy Lafleur, là, quand il est parti là, de son prime, puis il a commencé à diminuer, là, je pense que son lancer était aussi rapide, son coup de patin était aussi bon, mais le reste, il n'était pas aussi bon. Il n'était plus capable de la placer là, comme en supplémentaire contre Boston. Là. Tu sais, le petit trou, droite, c'est ça. Le petit trou, là, ça s'en allait là, instantanément. Là. Ouais. Ça, tu ne l'as plus, ça. Tu ne l'as plus. Ton lancer est aussi fort, mais il est télégraphié. Alors, c'est ça que tu perds comme athlète. En tant que joueur, tu as 8 Coupes Stanley. Y a-t-il une Coupe Stanley qui t'a vraiment marqué plus qu'un autre? Tu as dit, gars, celle-là, je ne sais pas, elle est plus spéciale que les autres. Ben, écoute, quand on te demande ça, puis tu en as gagné une, là, ben, c'est celle-là. Hein, puis, exact. C'est pour ça que moi, j'en ai une. Toi, tu en as 8. Oui, ben, je suis obligé de dire que celle de Philadelphie en 1976, où on a battu une machine là, d'agression, là, une machine d'agresseurs, de violence. De les avoir battus en 4 games, là, c'était ma plus belle coupe, là, parce que pas pour la Coupe Stanley, c'est pour ce que ça a. La façon que vous l'avez fait. La façon qu'on l'a fait, puis qu'est-ce que ça a amené, qu'est-ce que ça a suite au hockey. Ça fait 40 ans qu'on parle contre les batailles, puis là, on est rendu là. Série du siècle, 72, Serge. Je sais, tu m'en as parlé souvent.
c'est peut-être le plus grand fait saillant de ta carrière, hein, si je me trompe. Ou, Ben, c'est un événement unique. Tu sais, pour moi, c'est un Olympique. C'est comme aller aux Olympiques. Parce que le hockey, à ce moment-là, c'était juste Canada, URSS. Et suite à cette série-là, parce que cette série-là est devenue plus qu'une série de hockey. C'était quasiment politique aussi. Oui. C'était pas quasiment, c'était politique. C'était, oui. Puis ça, c'est malgré nous. On n'a pas voulu ça, nous autres, mais on est tombé là-dedans. T'as un pays qui est communiste à côté, puis qui veut dire au monde entier, puis il faisait via les Olympiades. Voici, nous, on a le meilleur système, on a les meilleurs athlètes, on a les meilleurs moyens d'entraînement. Alors, c'est ça. Puis là, nous autres, on dit non. Et dans le fond, ce qu'on a dit, nous autres, on a inventé ce game-là. Vous ne viendrez pas nous dire comment ce game-là c'est joue. C'est nous autres qui l'avons inventé. C'est un peu ça, là. Et on a gagné par un but. Là, on a gagné les deux, c'est le hockey qui a gagné. Oui. Tu s'en vas en Russie aujourd'hui, là, les autres, ils en parlent dans les écoles, d'accord? Les autres, ils ne pensent pas d'avoir perdu. Puis ils ont un peu raison. C'est le hockey qui a gagné. Aujourd'hui, le hockey est international. Avant, il était à 2 pays. Aujourd'hui, il y a des athlètes de France, il y a des athlètes de Suisse, des athlètes du Japon. C'est international, le hockey, aujourd'hui. Oui. Et je pense que la bougie d'allumage de tout ça a été la série du siècle. Oui. Puis c'était la première fois qu'un athlète professionnel pouvait représenter son pays parce que, soi-disant, les athlètes amateurs, qu'on disait que c'était des athlètes amateurs, puis qui n'ont pas le droit de jouer contre des professionnels parce qu'ils sont des amateurs, ils vont perdre leur statut. Eux, c'était des professionnels. Et d'avoir pu réunir une équipe, c'était la première fois là, qu'on avait tous les joueurs, les meilleurs joueurs là, d'un pays jouer ensemble. Parce qu'avant, on avait appris à se détester. Là, on ne se parlait pas. Là. Phil Esposito, je ne parlais pas. Moi, Bobby Clark, je ne parlais pas. Mais Bobby Clark, à un moment donné, il s'assit aux côtés de moi pendant un mois au camp d'entraînement. Là, on est devenus quand même des amis. On est d'accord des amis. Ça a été quoi, Serge, ta première réaction quand tu as vu les Russes? T'as-tu dit, on est dans le trouble, on est dessus? Parce que vous avez perdu le premier match. Moi, j'avais joué quelques matchs contre eux dans les rangs juniors. Oui. Tu sais, puis on savait comment ils étaient formidables. Une façon différente de jouer, hein, contrôle de la rondelle. Ils étaient formidables, mais on se laisse tout embarquer en disant professionnel, c'est bien plus fort qu'eux autres. Puis, eux, ils entraînaient ensemble là, à l'année longue, là, me semble. Tous les journaux disaient tout à quelques exceptions près, vous ne perdrez pas un match. Là. Fait que vous ne perdrez pas un match. Alors, c'est ça qui est. Nous autres, dans notre tête, là, puis même à Harry Sindon, la veille de la série à Montréal, d'ailleurs, on fête le 50e anniversaire. Là, bientôt, on est en train de préparer ça. Là. Mais la veille du match, il vient faire un discours devant tout le monde, puis il dit « Tout le monde va jouer. » Tout le monde va jouer. Ça veut dire que ça va être facile. Les boys, là, je vais faire jouer tout le monde. On était 35 joueurs. Il y avait des joueurs qui étaient là juste pour le camp d'entraînement. Il dit, tout le monde va jouer. Fait que le premier match à Montréal, ça n'a pas sorti à nulle part. Le premier match à Montréal, il habille 5 défenseurs. Puis il ne m'habille pas moi. Il habille Don Horry puis Rod Sealing. Puis mais sans m'envoyer de fleurs, là, j'étais pas mal plus mobile que Don Horry. qui se couchait à terre pour bloquer des lancers. Là. Fait que ces gars-là, quand ils sont arrivés, là, vers la fin, le milieu puis la fin de la deuxième période, ils n'étaient plus capables. Ils n'étaient plus capables. Alors, on a perdu 7-3. Et le monde, il y a beaucoup de monde qui disent encore aujourd'hui, vous n'étiez pas en forme. Ben, moi, je m'excuse. Moi, j'étais en forme. Puis il dit, explique-moi si on n'était pas en forme, pourquoi qu'on a gagné 48 heures après. C'est ça. On n'est pas. Tu prends pas un shape en 48 heures, hein, Serge? En 48 heures. Hein? Alors, en 48 heures, il y a eu des changements d'alignement, puis il a mis les joueurs qui auraient dû être là au départ. Puis on a gagné 4-2 à Toronto, puis on a annulé. Puis on a annulé à Winnipeg, puis il y a eu encore un changement d'alignement à Vancouver. Vancouver, c'était. En tout cas, on a eu 2 semaines entre les deux séries là, pour se remettre là. Est-ce que c'est vrai? On m'a dit, mon père me contait toujours les histoires de la série.
Il m'a dit qu'on est allé voir Tretiak la journée avant qu'il s'est marié. Et il avait peut-être pris un coup ou deux. Puis la journée après, il a laissé rentrer une dizaine de buts. Puis l'équipe Canada a dit, lui, on va compter des buts contre Tretiak. C'est pas un problème. Est-ce que c'est vrai, ça? Ben, c'est parce que dans ce temps-là, là, on avait envoyé un scout, un dépisteur, aller voir l'équipe évoluer quelques matchs. Et ce soir-là, apparemment que Tretiak avait donné 6 buts. Puis le rapport qu'on avait eu, c'est qu'il était très faible et qu'eux n'avaient pas de bons lancers. Les Russes n'avaient pas de bons lancers. En tout cas, un rapport dévastateur. Mais je ne suis pas sûr que ça a eu grande influence sur nous autres. Là. Mais écoute, en 72, les Russes avaient une machine. Il y avait des joueurs extraordinaires. Puis lorsque tu es arrivé, on est arrivé en 76, on a eu la Coupe Canada à Montréal en 76, c'était réellement la meilleure équipe qu'on a. Il y avait Bobby Orr sur cette équipe-là. Hein? Oui, c'est ça. En 72, il nous manquait Bobby Hull et Bobby Orr. Hey, pas mauvais. Bobby Hull, parce qu'il avait été dans la ligue, dans la WHA, l'Association mondiale. Alors, ils n'ont pas voulu le faire jouer. Puis Bobby Orr était blessé. Alors, en 76, ces deux-là étaient avec nous autres. Et déjà, la machine soviétique est en baisse. Les meilleurs. Alors, on s'est ramassé en finale cette année-là contre les Tchèques. Moi, j'ai une petite question. On te donne souvent crédit. C'est Danny Galvin qui appelait ça le spinorama savardien, le Savardian Spinorama. Mais moi, je vais t'enlever un peu de crédit. C'était pas ton move, hein? Me semble ça venait d'une autre légende du Canadien, ça. Moi, je vais t'enlever un peu de crédit aussi parce que c'est moi qui l'ai dit. Bon. C'est moi qui l'ai dit dans mon livre. D'ailleurs, ils l'ont montré. Ils montrent Doug Garby faire ça. Puis moi, naturellement, quand je suis arrivé, moi, j'étais un joueur de centre quand j'étais jeune. Ah, OK. Puis on se divisait, puis je jouais aux 2 positions. Puis naturellement, quand je suis arrivé à Montréal, ils font remplir une fiche à 15 ans. Quelle position tu joues? Moi, je joue défense puis centre. Je mets les 2 positions. Après ça, ils ont dit t'es trop grand, trop gros pour jouer au centre. On n'entend pas souvent ça aujourd'hui. On va te faire jouer à la défense. Puis c'est pour ça que moi, quand je suis arrivé dans la Ligue nationale, je tuais punition en avant. J'ai tué punition en avant, moi, pendant une dizaine d'années. Là. Ah oui? Vous autres, vous êtes trop jeunes de vous rappeler de ça. Là. J'ai tué d'ailleurs en finale de la Coupe Stanley. En finale de la Coupe Stanley, contre Glenn Hall, on a gagné 1-0. C'est moi qui avais compté le but. Ma première année dans la Ligue nationale, en tuant une punition. On parle souvent de l'importance de gagner des Coupes Stanley. Tu en as gagné une Coupe Stanley avec un certain Patrice Brisebois. Peux-tu nous parler un peu de... On a entendu la semaine passée de M. Dionne qu'on savait dès le début de la saison, on s'en va gagner une Coupe Stanley. Est-ce que tu étais confiant là, vraiment que vous aviez une chance de gagner une Coupe Stanley cette année-là? Puis je demande la question au sujet des joueurs aussi, Patrice. Tu parles de 93? Absolument. 93, écoute, j'étais convaincu. Premièrement, on a pogné la meilleure équipe en partant. On a joué contre Québec en partant. Puis j'étais convaincu qu'on battrait Québec parce que, tu sais, c'est d'apprendre à gagner, d'apprendre à jouer en équipe. Puis moi, c'est ça que j'ai toujours préconisé. Puis c'était une erreur qu'on a perdu les 2 premiers matchs. On aurait dû sortir de là 1-1. Oui. Puis je pense que l'autobus a brisé ce soir-là. Là, on a réuni l'équipe. J'ai parlé quelques minutes à l'équipe. Puis je leur ai mentionné qu'on ne perdra pas contre cette équipe-là. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Oui. On ne perdra pas contre cette équipe-là. Puis écoute, on n'a pas perdu un match. Puis même après la série, on a perdu deux matchs dans les 3 séries suivantes. Alors, plus que ça allait, plus qu'on était meilleur, on s'améliorait. À chaque série, on s'est amélioré. Là. À chaque série. Serge, t'avais-tu, à chaque fois qu'on allait en surtemps, t'étais-tu comme on est dû pour en perdre 2 en surtemps? On dit non, on va encore gagner. Moi, en tant que joueur, je te jure, à chaque fois qu'on allait en surtemps, je me dis yes! Les joueurs, on était contents parce qu'on avait tellement confiance, probablement, à notre gardien, à notre système de jeu,
On dit, on ne peut pas perdre, c'est impossible. Mais toi, en tant que directeur général, tu dis-tu, tu as un doute ou tu dis non, on va encore gagner? Ben, j'ai jamais eu ça, le feeling de perdre un match. Non, hein? Ben, Tu n'en as pas perdu beaucoup pendant que tu jouais, donc... Oui, mais je veux dire, tu ne peux pas arriver et dire on va perdre à soir, là. Tu sais, tu as un supplémentaire, il faut que tu sois confiant de gagner. Ça a donné qu'on a gagné, quoi, 11 en ligne? Pas 11 en ligne, mais on a gagné 11 en tout. Oui. Alors, c'est comme nos casinos, tu sais, des fois, rouge à la roulette. Tu dis, le noir va bien sortir à un moment donné, tu sais. Oui, puis à chaque fois qu'on a fait sa job, puis écoute, les gars, tout le monde travaillait fort, là, Caroline. Tout le monde. Tout le monde travaillait fort. Écoute, c'était un jeu d'équipe extraordinaire. Ouais. On était devenu une bonne équipe, une très, très bonne équipe. Ce que j'aimais aussi, Serge, c'est qu'à chaque fois qu'on allait en surtemps, même dans le vestiaire, on se foutait qui était pour marquer. On voulait juste gagner. Il y a des fois qui vont. Tu as des jeux, puis tu vois un 2 contre 1, puis le gars ne regarde même pas l'autre bord, puis il veut scorer parce qu'il veut être le héros. Tu n'en avais pas de joueurs comme ça. On continuait, on était focusé sur notre plan de match, on était patient, puis aussitôt qu'il y avait une chance, bang, on scorait. Puis Jacques Demers, je te le dis, Serge, Jacques Demers a fait un travail là, extraordinaire. Ça a été une de ma plus belles années, peut-être, au hockey. Puis écoute, c'est un tout. Tu sais, je dis souvent, Serge, que. Il était à Sainte-Anne-de-Beaupré, à Québec. Oui, prier. Si ça l'a aidé, tant mieux. Il m'emprunte mon auto. Il dit, tu t'en vas. Il dit, on va à Sainte-Anne-de-Beaupré. Alors, il y a quelqu'un qui l'a vu à Sainte-Anne-de-Beaupré. Puis ça a sorti des médias. Ben oui. Ça a sorti des médias. En tout cas. J'ai dit aux journalistes, c'est moi qui l'ai emmené là. C'était pas vrai pantoute, là. Je l'ai pas emmené là pantoute. Oh, wow! C'était des beaux moments. Étiez-vous au courant comment bonne votre équipe était dans le temps? Savais-tu que le Big Three allait rester le Big Three pour toujours? Comme vraiment, là, saviez-vous que vous étiez l'affaire de légende, là, que vous étiez en train d'écrire l'histoire du hockey? Pas vraiment. Il nous appelait le Big Three. Moi, il m'appelait, quelqu'un a commencé à m'appeler le sénateur. Il m'appelait le sénateur. Je ne savais pas que c'était pour me rester toute ma vie. Mais tu sais, là, ça a été le Big Three parce qu'il n'y avait pas grand club qui pouvait se vanter. Des clubs, il y avait un bon défenseur, mais avoir un bon groupe de défenseurs comme ça. Tu sais, le 4e puis le 5e, là, à un moment donné, c'était Langway. Puis Langway a gagné le trophée Norris par après. Il est allé à Washington, oui. Tu avais gros Pierre Bouchard. On avait réellement, c'était pas juste le Big Three, on avait réellement des bons défenseurs. Des bons défenseurs. Oui. Puis les défenseurs, on les disait, là. Puis moi, ben, ça a été, quand Larry est arrivé, là, moi, ça a été de l'air frais pour moi, là. T'es arrivé avec Larry, puis il y avait un pointu qui commençait à monter. Puis les deux étaient offensifs à mort. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais assez offensif. Tu sais, je montais beaucoup avec la rondelle. Et quand je suis arrivé avec Larry, là, après mes 2 cassures, là, après m'avoir cassé les jambes, je suis devenu beaucoup plus défensif. Puis je n'avais pas besoin d'aller à l'offensive. Larry était toujours, puis il montait. Je disais, Larry, vas-y, inquiète-toi pas, je vais être en arrière. Et on s'est tellement bien complété, puis c'était un gars extraordinaire, Larry. Là. On n'avait pas juste des bons joueurs, on avait des bonnes personnes. Tu sais, on se rencontre de temps en temps. La dernière fois que je l'ai rencontré, c'était à mon tournoi de golf. C'est comme si on ne s'était jamais laissé là, quand on se rencontre. Et j'étais là, puis j'ai vu ces moments-là. Puis écoute, Serge, moi, j'ai grandi en vous regardant, là, puis en vous regardant gagner des coupes. Puis tu vois, cette amitié-là, elle va toujours être là. Serge, en 86, tu es nommé au Hall of Fame. Ça va être pas mal, hein? C'est une belle... Écoute, tu sais, en carrière de joueur de hockey, bon, quand on est joueur, on espère de gagner des coupes. Puis bon, après ça, on termine la carrière, on dit, bon, on reste dans le hockey, tu es venu GM. Mais d'être reconnu au temple de la renommée, c'est tout un honneur. Là. C'est un honneur. Tu es reconnu par un comité puis un indépendant comme pour aller au Hall of Fame. C'est un grand honneur. Mais tu sais,
il y a un honneur que je mets quasiment aussi grand, c'est le retrait de chandail. Puis, c'était les prochaines questions, mais c'est aussi Serge. Oui. Je vais dire, non, mais je le compare. Les deux, mais tu sais, la petite fille de Junior, elle a 23 ans. Puis, je me rappelle depuis l'âge de 17, 18 ans, là, puis je pense qu'elle avait à peu près 15 ans quand ils ont retiré mon chandail, mais elle portait toujours mon chandail lorsqu'elle allait au match de hockey. Puis quand elle revenait, elle m'appelait, puis elle disait « Hey, grand-papa, j'ai vu la banderole en haut. » Tu sais, là, tu dis, c'est quelque chose, ça. C'est éternel, ça, là. C'est éternel, ça reste là. Puis tu vois ça. Alors, ça aussi, c'est pour tous les partisans du Canadien voient ça. Au Hall of Fame, ben, pour le voir, il faut que tu ailles le visiter, le Hall of Fame. Puis il faut que tu cherches. Puis, mais c'est tout un honneur. C'est tout, en tout cas. J'ai eu les deux. Fait que c'est un grand honneur, Patrice. Avec la carrière que tu as eue, c'est juste normal. Bien, écoute, moi, de mon côté, Serge, je voulais te remercier justement d'avoir pris le temps de nous jaser. Tu sais que tu as été l'homme qui m'a donné confiance, qui m'a repêché en 89, de réaliser un rêve de jouer Canadien, de gagner la Coupe Stanley avec toi. Mais quand je regarde ta carrière en tant que joueur, ta carrière en tant que directeur général, c'est quoi, moi, que ce qui m'impressionne aussi le plus, c'est ton après-carrière. D'avoir réussi, tu t'es associé à des gens fantastiques, parce que tu sais que la carrière d'un joueur de hockey, ça peut être court. On est des vedettes, tout le monde nous aime, mais quand c'est terminé, c'est terminé. Et tu m'as toujours dit, Patrice, fais attention à ton argent, investis-le dans l'immobilier, c'est la meilleure place. Et j'ai pris tes conseils, j'ai acheté des terrains à Tremblant, et je peux être honnête avec toi, ça va bien, puis je suis bien content de ça. Puis c'est pour ça que je t'admire beaucoup, parce que il n'y a pas grand joueur de hockey, Serge, qui a eu l'après-carrière que tu as eue, puis ça, c'est tout à ton honneur. Oui, mais nous autres, là, contrairement à... Toi, tu es arrivé dans la vague où les salaires ont monté beaucoup. Et nous autres, la saison morte a été beaucoup plus longue. Et on n'avait pas le choix de ne pas travailler. Il fallait travailler l'été. Réellement, il fallait travailler l'été si on voulait être capable de se payer une maison, puis nos enfants. Puis, alors, puis dans le fond, ça nous préparait à une après-carrière. Oui. Puis un joueur de hockey, quand il dépasse la trentaine, bien, disons qu'on sera à 35 ans, bien, si on joue plus tard que 35 ans, bien, c'est un plus, mais normalement, notre carrière, elle s'en va du reculon à cet âge-là. Puis c'est à l'âge où un professionnel, un médecin, un avocat, un notaire commence. C'est vrai, ça. Hein? Alors, nous autres, dans le fond, moi, j'ai commencé une deuxième carrière. Puis je travaille encore. Là, je ne te dirais pas que je travaille fort, mais je suis encore impliqué. Oui. Et j'aime beaucoup ce que je fais, puis je suis encore dans l'immobilier. Bravo.